à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un son de guitare assez massif. Je ne me prétends pas être un spécialiste en la matière, je réponds juste à une demande qui a été faite sur le forum officiel. Certains utilisateurs ayant entendu certaines de mes productions m'ont demandé quelle méthode j'utilisais pour finalement avoir un son de guitare assez puissant lors de mes productions. J'ai donc ici créé un petit arrangement très rapidement en essayant d'utiliser des outils accessibles ou voire même gratuits ou voire même intégrer un Reaper et en me mettant dans la peau du home studiste lambda sans aucune une connotation péjorative là-dedans. Donc au point de vue matériel, j'ai vraiment une simple guitare avec des cordes neuves ou quasi neuves. Ça c'est le plus important selon moi. Inutile d'acheter des plugins ultra chers ou d'acheter des amplis ultra chers si votre gratte a des cordes qui ont 12 ans d'âge. La corde, c'est ce qui produit le son en premier, donc plus la corde va être neuve, plus elle va produire un son brillant, dynamique et explosif. Et donc c'est vraiment très très important lorsque vous enregistrez des bonnes productions et que vous voulez un son relativement propre et puissant, il faut impérativement avoir des cordes neuves ou en tout cas le plus neuve possible sur votre guitare. J'ai ensuite une simple interface audio dans laquelle j'ai branché la guitare directement dedans en enregistrement en direct, donc en DI, et j'ai donc joué au travers d'une simulation d'ampli que nous allons découvrir dans quelques instants. Je vais vous faire écouter d'abord l'ensemble du mix pour voir de quoi on parle. Voilà, je vais couper pour l'instant la reverb ici, dans laquelle est envoyé le bus de guitare, et je vais bypasser les effets un par un. Et nous allons pouvoir donc découvrir de quoi est composé ce riff de guitare. Alors petite parenthèse, j'ai une basse ici jouée simplement en DI avec la chaîne d'effets que vous pouvez retrouver sur mon template gratuit que j'ai fourni il y a quelques jours dans un test vidéo, et j'ai une batterie virtuelle jouée depuis une batterie électronique avec Steven Slade Drums 5 et quelques plugins pour l'ensemble du mixage, mais on va pas s'attarder sur cette partie, on va vraiment se concentrer sur la guitare. Donc d'abord, que donne la guitare seule, brute, enregistrée en DI? Voilà, donc c'est vraiment du son typique de DI, rien de bien particulier. La guitare a juste été accordée proprement en essayant d'avoir une intonation propre. Et je fais donc passer ensuite cette DI par cette chaîne d'effets, donc qui est composée d'une pédale bien connue. J'utilise ensuite cette simulation d'ampli qui est gratuite aussi. Notez ici que j'utilise le canal A en mode low gain. C'est aussi un point qui est assez important. La bonne façon de régler une simulation d'ampli, même quand on veut beaucoup de distorsion, c'est d'avoir finalement le potard de gain le moins poussé possible, donc le moins de gain possible, et malgré tout obtenir la quantité de distorsion que vous voulez. Plus vous allez ajouter du gain, plus vous allez ajouter du bruit, plus vous allez perdre en dynamique. Et donc la bonne façon de régler le drive ou le gain d'un ampli, c'est vraiment de le monter et puis de le redescendre vraiment jusque là où l'ampli arrête de se comporter comme vous le souhaitez. Et là, généralement, c'est le bon filon. En mettant trop de gain, on perd en dynamique, on augmente le bruit et surtout, on incite inconsciemment le guitariste ou soi-même à jouer moins fort sur les cordes. En effet, plus vous allez avoir de distorsion sur un son, plus vous allez caresser vos cordes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix parce que quand il y a trop de graves, on ne contrôle finalement plus la dynamique de sa main droite. Donc je vous incite vraiment à jouer avec le moins de gain possible pour pouvoir envoyer ce qu'il faut dans vos cordes et faire réagir finalement l'ampli avec le plus de dynamique possible. On va pas s'attarder sur les réglages ici parce que finalement ils n'ont aucune importance et c'est de l'ordre du 100% subjectif. Je vous les fais apparaître à l'écran si vous voulez les recopier, mais ça dépend de votre guitare, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Donc ne vous attardez pas sur les presets, intéressez-vous plutôt à la méthode. Ensuite, j'ai une simulation de cabinet dans laquelle j'ai chargé une pulse response personnelle. Donc c'est comme ça que fonctionne ce genre de
de plugin, on a une simulation ici d'ampli, et ici finalement une captation dans le même ordre d'idée que les reverbs à convolution, mais ici ce sont des cabinets à convolution, et c'est une impulse response que j'utilise quasiment systématiquement, qui est personnelle et que si je n'oublie pas je mettrai dans la description. Encore une fois, ça n'a guère d'importance, c'est quelque chose de très subjectif. Ensuite, le son est suivi d'une EQ. Là, pareil, ne vous attardez pas sur la copie ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait au feeling, en fonction de la sensation de jeu. Alors on pourrait trouver ça étrange d'avoir eu un bump à 50 Hz. C'est tout simplement parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de rondeur ou de bas ou de quelque chose qui traîne un petit peu dans le fond. C'est généralement le cas quand on utilise une simulation virtuelle. Nous avons ensuite une instance de source plugin qui est payant, mais qui est pour moi un must-have pour tous les home studistes. C'est en fait une sorte d'EQ intelligente qui va filtrer au passage les résonances qui traînent. Si vous n'avez qu'un seul plugin à acheter, je vous conseille vraiment celui-là qui est absolument formidable. On va d'ailleurs faire une écoute comparative avant-après. Voilà, on a cette espèce de médium qui est beaucoup plus contenu, beaucoup plus propre grâce à cette EQ que je recommande vraiment. Et ensuite nous avons le fameux stéréo channel qui ici n'est pas sollicité mais que je place toujours en fin de chaîne pour pouvoir rétablir un étage de gain correct. Donc nous avons une deuxième guitare ici avec globalement les mêmes paramètres. Si ce n'est qu'il y a peut-être une petite différence au niveau du réglage de l'ampli, une petite différence d'EQ comme on peut le voir. Encore une fois, c'est pas une science exacte, j'ai réglé le son un petit peu au feeling. Alors, écoutons les deux pistes ensemble. On constate donc que les deux pistes jouent la même chose. Attention, les pistes ont été jouées 2 fois, ce n'est donc pas une duplication de la piste ici. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi. Si je me contentais de dupliquer ici, je n'aurais pas du tout le même effet. Le son, ce faisant, reste très mono. Donc pour avoir ce son qui se répand sur tout le spectre stéréo, il faut impérativement jouer 2 fois la partie et si possible de la façon la plus propre dans les 2 cas possibles, donc que les 2 riffs sonnent le plus précis possible lorsqu'ils sont joués à l'unisson. Alors petit détail qui a relativement d'importance, ici il est actuellement bypassé. J'aime, ça c'est une petite astuce de ma part, j'aime placer de temps en temps. Je ne l'utilise pas lors de l'enregistrement du monitoring, mais après l'enregistrement, j'aime placer un Rea delay dans certaines circonstances en premier effet de la chaîne. Que fait ce Rea delay ? Mais tout simplement, il va décaler le signal, il va retarder l'entièreté du signal de 18,2 millisecondes, enfin 18. Encore une fois, c'est fait à l'oreille, c'est pas une science exacte. Et voici pourquoi. Le fait de rajouter un très léger delay ne perturbe pas la précision du riff, donc on n'a pas l'impression que le guitariste a joué complètement à côté, mais par contre aide un petit peu à ouvrir dans la largeur. Il y a plus de séparation finalement entre les 2 guitares. Alors c'est pas d'office, je le place, par moment je le bypass, par moment je le laisse actif. C'est vraiment en fonction du contexte de mixage. Je préfère cette technique souvent que celle qui consiste à placer un élargisseur stéréo sur le bus des guitares. Je trouve qu'on perd moins en relation de phase et enfin je vais dire il y a moins de dégâts collatéraux en utilisant cette fonction plutôt qu'un simple élargisseur stéréo. Après encore une fois c'est de l'ordre du goût personnel. Essayez, vous verrez ce que ça donne. Parfois, si le tempo est un peu plus grand, il faut un petit peu réduire le temps. Mais généralement, la vérité, pour que ça fonctionne, se trouve entre 7 et 20 millisecondes. Voilà, nous allons écouter maintenant l'arrangement avec donc ces 2 pistes. Et j'insiste sur cette étape parce que trop souvent, malheureusement, eh bien, les producteurs amateurs ou les home studistes amateurs s'arrêtent à cette étape-là. En fait, ils essayent vraiment de tout mettre dans un seul son et ils sont parfois frustrés. Écoutons ce que ça donne.
Mais on voit que ça sonne pas mal, mais on n'a pas l'impression que la guitare, je veux dire, arrive à combattre le reste du mix. Elle a du mal à faire sa place. Alors oui, elle est très en largeur et il n'y a quasiment rien dans la stéréo du mix qui la perturbe, mais il n'y a pas cet effet de massif ou d'agression. Et nous allons voir comment remédier à ça. J'insiste vraiment sur ce fait-là parce que je constate que beaucoup de guitaristes remettent leur matériel en question en disant oui, les simulations d'ampli c'est pas bien parce que ça sonne pas réel, ou alors ils achètent un ampli et ils essayent d'enregistrer leur ampli qui hurle et c'est le micro qui va pas, ou c'est le préampli qui va pas, ou alors c'est la pièce d'enregistrement qui va pas, donc du coup ils repassent à de la simulation mais de plus haute gamme, et finalement on tourne en rond comme ça pendant des années sans jamais remettre en question sa méthode de travail et en remettant toujours en question le matos. Alors je ne dis pas que le matériel haut de gamme, donc enregistrer un vrai ampli à lampe, n'est pas bon. Je dis juste que quel que soit le matériel, si on n'utilise pas la bonne méthode, on n'arrive jamais à rien. Et souvent dans les grosses productions, on pense simplement que ça sonne mieux parce qu'il y a plus de matos ou parce qu'il y a un budget matos beaucoup plus élevé. Mon expérience dans le domaine fait que c'est vrai, mais pas seulement. En réalité, souvent les musiciens ou les producteurs qui ont accès à du gros matos ont aussi une expérience qui fait qu'ils ont des méthodologies leur permettant aussi d'avoir des techniques d'enregistrement bien précises et qui jouent vraiment un rôle fondamental dans le son. Donc en résumé, je veux dire, il vaut mieux avoir la bonne méthodologie avec du petit matos que du gros matos avec une mauvaise méthodologie. Et donc, souvent, dans les grosses productions, ce qui se passe, c'est qu'on utilise vraiment beaucoup de couches pour pouvoir arriver à avoir un son massif. L'exemple ici que nous allons illustrer, eh bien, je vais vous faire écouter les deux paires de guitares suivantes. Écoutons donc d'abord les DI. Mais en fait, on se rend compte que c'est exactement le même riff. Par contre, ce riff, je l'ai joué à travers de ce genre de son. Donc on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup moins de gains. C'est un son qu'on pourrait caractériser de crunch, comme on appelle dans le jargon. Donc c'est plus sale que le clean, mais c'est pas assez sale pour être de la grosse disto. Et en fait, de quoi est composée la chaîne d'effets ? Finalement de la même chose. Sauf que, vous voyez, ici je joue sur le canal B qui est en mode crunch avec une petite quantité de drive et les réglages de l'ampli sont plus ou moins la même chose. Donc en fait, j'ai gardé la même chaîne d'effets. La seule différence, c'est que je change de canal de l'ampli et je joue avec un son crunch. Encore une fois, ce n'est pas une duplication de ce qui a été joué, mais deux nouvelles prises. Donc en fait, en tout, j'ai joué et enregistré 4 fois ce riff. Alors on va faire un comparatif avec et sans. On va peut-être le faire en solo, ce sera peut-être plus facile à entendre pour certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude. On se rend compte en mutant et en démutant que le fait d'apporter ces deux pistes qui n'ont l'air de rien seules, apporte un peu plus de dynamique et de matière, de texture sonore aux deux guitares qui ici sonnent finalement avec la quantité de distorsion qu'il y a très plate. Et ce en ajoutant une petite quantité de médium assez sympathique qui rapporte un petit peu, je ne sais pas si vous le sentez, si vous écoutez ça sur des bonnes enceintes, on a l'impression que vraiment les guitares sautent vers l'avant et avec du médium qui est finalement propre, parce que c'est ça le problème du médium avec les guitares, c'est que plus on ajoute du gain, effectivement on ajoute des harmoniques et donc du haut médium, mais il y a tellement de bruit et de distorsion dedans que ça devient agressif et difficilement tenable à l'oreille. Ici finalement j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai une bonne quantité de disto sur une paire de pistes et sur l'autre paire finalement je rajoute ce qui manque à ces deux, au son précédent, à savoir de la dynamique et du médium entre parenthèses propre. Et donc réécoutons ce que donne la différence avec et sans.
donc que le son paraît plus comment dire, rempli, que le spectre est plus complet. Et lorsqu'on écoute l'ensemble, on n'a pas l'impression qu'il y ait 4 guitares. Le riff paraît toujours être joué par une seule guitare. Donc ces 2 pistes servent vraiment de renfort. Alors, un point important, c'est que c'est bien d'avoir des pistes de guitare qui sont très massives, mais ce qui fait aussi la puissance du son d'une guitare, mais c'est les instruments qui jouent en même temps qu'eux. Et donc, la notion d'arrangement est très importante. Ici, je vais vous faire jouer le même mix sans la basse. On se rend compte que la basse a énormément d'importance dans le tenant du mix. C'est vraiment ce qui rapporte le gros bas sur lequel les guitares peuvent se poser. Et donc, c'est bien de soigner le son de guitare, mais il faut impérativement soigner le son de basse également pour pouvoir avoir un spectre qui est rempli. Finalement, chaque instrument doit remplir son rôle. La batterie également, je l'ai volontairement joué en MIDI pour qu'on puisse regarder ce qui se passe au niveau arrangement, parce que ça a également aussi beaucoup d'importance. Si on écoute attentivement le riff et qu'on essaie de repérer les accents de ce riff, mais on se rend compte que je n'ai pas joué la batterie finalement de façon aléatoire. J'ai vraiment essayé, par l'intermédiaire du kick et de la grosse caisse, d'accentuer les éléments importants du riff. Et ça a aussi énormément d'importance. L'arrangement vertical du projet, donc ce que les instruments jouent en fonction des autres, a aussi énormément d'importance pour le son finalement des guitares, vu que c'est le sujet ici. Alors, je vous ai montré également ce que jouaient les guitares. Pour en arriver à la transition suivante, voici une couche de guitare supplémentaire. Alors, je vais vous la faire jouer d'abord en solo. Encore une fois, ce ne sont que des palm mute et on pourrait s'interroger sur les bienfaits musicaux de ce genre de riff. En fait, c'est vraiment, d'un point de vue strictement musical, il y a peu d'intérêt. Je vais vous refaire jouer ces guitares avec la batterie, en les mettant peut-être un petit peu plus fort. On se rend compte qu'en fait la guitare joue des palm mute sur chaque coup donné par le batteur. Donc tous les coups de kick et de caisse claire sont finalement doublés par le guitariste, en suivant bien sûr la structure d'accord du riff précédent. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on ne se rend pas compte, mais finalement c'est une technique très très souvent utilisée. Alors il y a des dérivés évidemment, parfois c'est juste la grosse caisse, parfois c'est juste certains accents, enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail technique parce que sinon on va prendre des heures, mais on utilise souvent des couches de guitare comme ça, qui permettent finalement de servir de glue entre le mur de guitare et entre la batterie qui est jouée et donner une espèce de dynamique supplémentaire aux guitares en disto. On va écouter l'ensemble. Je vais faire avec et sans pour que vous sentiez la différence. Dans le mix général, ces deux guitares que je viens de vous présenter, on ne les distingue pas. On n'entend pas leur contenu musical, si je peux m'exprimer ainsi. Elles se fondent vraiment, comme elles jouent les mêmes notes que la guitare
et la basse aient la même rythmique que la batterie, finalement, elles n'ont pas de place pour s'exprimer. Mais c'est pas important, le but n'est pas de les entendre clairement, justement, le but c'est qu'on ne les identifie pas, mais par contre qu'elles apportent clairement quelque chose au mur de guitare. Je vais vous faire rejouer en boucle et je vais les muter et vous allez voir ce que leur absence crée comme sensation. Alors ici, elles sont peut-être un petit peu surmixées pour les besoins de la vidéo. Normalement, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Quoique, encore une fois, c'est totalement subjectif. Donc vraiment, quand elles disparaissent, on sent que quelque chose manque. Et ce petit quelque chose, finalement, quand il est là, il est plus plaisant. Et donc, on a vu que grâce à de l'arrangement, finalement, et à des techniques un petit peu judicieuses d'enregistrement, en prenant le temps d'enregistrer parfois une ou deux pistes supplémentaires, on arrive comme ça à construire son mur de guitare pour qu'il soit un petit peu plus massif. Plutôt que d'essayer de tout mettre dans un son, eh bien on utilise une couche successive de plusieurs sons pour arriver à quelque chose de gros. Dernière piste de guitare, on est dans la dernière partie, dans la deuxième partie donc finalement de ce riff, où j'ai fait volontairement quelque chose de plus plat, joué en power chords très simple. Et je vais faire jouer les deux guitares supplémentaires sans les faire écouter en solo d'abord pour voir ce qu'elles ajoutent. Écoutons-le en solo. Riff hyper simple à jouer, finalement j'ai repris le riff principal, mais plutôt que de jouer des power chords, je n'ai joué la troisième note du power chord, à savoir la note fondamentale une octave plus haut, donc sur la troisième corde, pour ceux qui voient ce que c'est un power chord, joué en Ré, ou joué même de façon traditionnelle, je ne joue que l'octave supérieure du power chord, donc je ne joue pas la fondamentale et je ne joue pas la quinte, je joue juste vraiment en corde par corde, selon la même rythmique, le même riff. Et qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, encore une fois, dans le même genre d'exemple que les deux pistes ici, les pistes ne sont pas là pour être identifiables en tant que telles, ne sont pas là pour être des lignes mélodiques, mais pour apporter un peu plus de couleur au son. On a vraiment l'impression qu'elles servent presque d'EQ au mur de guitare. Quand je les ajoute, on retrouve de la matière dans le haut du spectre et qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus belle que si j'avais simplement boosté avec un EQ pour récupérer du haut médium. On va réécouter une fois l'ensemble total en rouvrant la reverb qui va nous permettre de transiter vers la partie suivante. La reverb ici est une simple reverb room. En effet, si je la coupe et que je vais écouter en solo, je vais vraiment essayer tant que possible de travailler en solo. Personnellement, je travaille le moins possible en solo, mais pour le tutoriel, j'essaye de travailler en solo pour que vous puissiez vraiment entendre les différences. Donc, sans la reverb, voilà ce que ça donne. Et avec la reverb. Aussi, c'est quelque chose de très important, surtout quand on utilise des simulations d'ampli. Souvent, le son qui est simulé simule la captation d'un micro de proximité qui est posé contre la grille de l'ampli. Et finalement, il n'y a pas d'air. Donc, on a finalement qu'un son qui n'est que en deux dimensions, le volume et le spectre. Et il manque un peu cette dimension
de profondeur, et ce qui donne aussi l'effet waouh d'un vrai ampli qui hurle dans une pièce. C'est pas seulement la couleur de l'ampli, c'est aussi comment le son tape dans les murs. Et c'est ça, notre cerveau est habitué à ce que quand le volume est fort, la pièce dans laquelle on se trouve en prend plein la gueule, si je peux m'exprimer ainsi. Et notre cerveau donc s'attend, lorsqu'il entend du volume fort, à entendre avoir une réaction de pièce. Et donc si on ne met pas un petit peu de reverb, on perd un petit peu en réalisme, et on a surtout un son qui colle un petit peu comme ça aux dents et qui manque de profondeur. Donc je vous invite vraiment à envoyer, soit individuellement, ici je me suis pas vraiment posé de questions, j'ai envoyé tout le bus de guitare directement dans le reverb pour avoir ce côté un petit peu, cette profondeur du son. On va réécouter avec et sans. Encore une fois ici, la quantité, c'est complètement subjectif. Ne réglez pas la quantité de reverb en mode solo, réglez-la en contexte total du mix, parce qu'on va se rendre compte qu'ici, on entend beaucoup de reverb, mais lorsque la batterie et la guitare jouent, et la basse jouent, on n'a pas l'impression que la reverb est là, mais pourtant si je la coupe, il manque clairement quelque chose. On a vraiment l'impression qu'au moment où je rajoute la reverb, que le son grandit un petit peu. Et donc voilà l'importance de mettre une reverb même sur un mur de guitare qui se veut pourtant direct. Voilà, alors pour ceux qui voudraient recopier les paramètres, parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir le faire, même si, j'insiste vraiment, c'est pas ça l'important, je vais vous faire un descriptif du chemin du signal. Donc on a vu le contenu des pistes individuelles, les pistes, le réglage des amplis, ici on les a pas vus en détail, mais globalement c'est une copie de ces pistes-là avec quelques retouches paramètres. Toutes les pistes de guitare passent par un bus qui est configuré comme ceci, donc compresseur multiband, qui va faire en sorte de maintenir les basses, surtout lors des palm mute, de les contenir un peu pour éviter qu'elles prennent trop le pas sur la grosse caisse et la guitare basse. On voit ici que j'applique une réduction de l'ordre de 4 dB à la partie qui se situe en dessous de 275 Hz avec un petit ratio, une attaque très rapide, un release relativement court. Voilà, et j'ai mis un release même en fait automatique. Donc ça permet vraiment de maintenir les grosses basses générées par les palm mute, à les maintenir un petit peu plus sous contrôle. Ensuite, une EQ, avec un filtre passe-bas. Alors ça peut paraître contre-intuitif de rajouter du bas sur les individuels et puis ensuite de couper. Voilà, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Le but c'est que ça sonne. Donc ici, j'ai globalement filtré le bas pour laisser de la place à la grosse caisse et à la basse. J'ai creusé un petit peu le bas médium parce que voilà, généralement dans le son moderne c'est ce qu'on essaye de faire, de contenir le bas médium au maximum. Encore une fois, question subjective. J'ai creusé un petit peu dans le médium aigu. Ça c'est une question encore d'ordre personnel. Ici j'ai certainement creusé parce qu'il y avait une petite résonance qui passait, et j'ai coupé le haut pour perdre finalement tout ce bruit. Mais je vais vous faire un before after, avant après, avec donc le bypass ici. On entend lorsque je désactive le coupe haut qu'il y a beaucoup d'aigus comme ça assez stridents, qui sur les guitares seules ne sont pas dérangeantes, mais dans le contexte d'un mix, surtout si on met de la voix dedans, mais ces aigus ont toujours tendance un petit peu à être agressifs. Et alors on pousse les aigus de la voix, on pousse les aigus des cymbales et on se retrouve avec un mix ultra brillant, alors qu'en calmant un petit peu les aigus des guitares, on retrouve de la place pour les autres instruments. Et alors dernier point par lequel transite le son, comme si vous l'avez vu sur mon template, j'utilise un submaster, donc finalement un traitement général de tous les instruments contenus dans le mix. Et celui-ci est composé de donc ce plugin d'autogain, mais qui peut très bien être remplacé par NAC. En fait, finalement, je réduis le gain à l'entrée du master pour arriver à une référence
à un 0 VU que j'ai fixé. Donc ici, le seul but de ce plugin, c'est de retirer 7,3 dB. Ensuite, une EQ à nouveau, à donc appliquer sur l'ensemble d'une master. Encore une fois, celle-ci, c'est vraiment du pur subjectif, c'est donner une couleur générale au mix. Un compresseur, le FG Red de Steven Slate, qui est aussi, qui est aussi payant. Maintenant, regardons comment il est sollicité. On voit que je réduis de 1 dB la dynamique générale, donc je pense que si vous utilisez un autre compresseur, et vous voyez ici que j'utilise le drive, donc si vous utilisez un compresseur qui a un petit peu de couleur et que vous utilisez le même genre de réponse, le fait d'utiliser un autre compresseur n'aura pas un impact monstrueux sur le mix. Dernier point, j'ai de nouveau un auto gain qui me permet de compenser un petit peu le volume général pour revenir à une autre référence. Et j'ai ensuite un simple limiteur, aussi limiteur payant. Mais encore une fois, il y a beaucoup de limiteurs sur le marché et ils font tous finalement un petit peu la même chose. Donc ne vous précipitez pas sur ce genre de produit. Absolument, ce n'est pas le secret du bon son. Ici, je l'ai sous la main, donc je l'utilise. Mais vous pourriez très bien utiliser un autre limiteur sur l'ensemble général et vous retrouver avec exactement la même sonorité que moi. Donc voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous souhaite des bons moments créatifs. À la prochaine. Ciao.